Bonsoir et bienvenue dans Galculture. Cette semaine, nous nous intéressons au centenaire du premier président de la République angolaise. Pour en parler avec moi, deux éminents invités. Nous allons recevoir, lui, qui nous vient tout droit de l'Angola, le professeur João Sebastiano Teta. Avec lui, nous allons parler de l'histoire en profondeur du docteur Agostinho Neto. Un autre invité qui, lui, nous vient du Gabon, ce n'est autre que le docteur Lucien Epimingia, qui est donc maître assistant CAMES à l'université Omar Bongo. Mesdames et messieurs, notre émission démarre juste après ceci. Comme nous vous l'annoncions, nous sommes en compagnie de nos invités. Professeur Teta, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue en terre gabonaise. C'est un honneur. Alors, bonsoir, docteur Lucien. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté également notre invitation. C'est votre première fois sur Galculture. Oui, c'est la première fois. Très bien. Alors, on va parler du centenaire du premier président de l'Angola. Mais qui était-il? Et je crois que vous l'avez côtoyé lorsque vous aviez entre 10 et 15 ans. Dites-nous en plus. Exactement, merci. Moi, j'ai eu l'honneur de connaître le docteur Agostinho Neto personnellement. D'accord. Je l'ai connu dans un contexte de guerre de libération nationale. C'était dans les années 72. 72. Oui. On rappelle que l'Angola était indépendant autour des années 1975. Yes. Très bien. Et donc, 70-72, que j'ai côtoyé Agostinho Neto. Et c'était un contexte de guerre de libération nationale. Je l'ai connu comme chef leader de la guérilla contre le colonialisme portugais. Alors, c'était contre un régime, c'est cela? Exactement. Comme vous savez, l'Angola a été colonisé pendant presque 5 siècles par des Portugais. Très bien. Donc, depuis les années 50, même avant, on a eu des révoltes comme un peu partout. On a eu des rois, des reines qui ont combattu contre l'occupation portugaise. Mais ils ont pu quand même occuper l'Angola. Oui. Mais la lutte pour la libération de l'Angola, pour la liberté, a continué. Et de jeunes gens comme Agostinho Neto, à leur temps, ils ont fait des études. Ils ont utilisé l'intelligence et les compétences techniques qu'ils avaient. Très bien. Pour faire un manifeste, pour créer le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA. Et Agostinho Neto était le leader. Donc, je l'ai connu dans les rangs du MPLA. Alors, vous étiez un enfant soldat? Oui. Nous, on les appelait les pionniers. Donc, j'étais un pionnier du MPLA. Et à 12 ans, j'étais commissaire politique des pionniers à la deuxième région politique militaire, à Cabinda. Alors, heureusement que vous avez quand même fait les études parce qu'on sait que la plupart des enfants soldats n'ont pas souvent la possibilité de poursuivre leurs études. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot enfant soldat. J'utilise le mot pionnier. Pionnier, ça veut dire initiateur. Quelqu'un qui va continuer une cause. Et donc, nous, on était obligés d'abord d'étudier. Et entre-temps, on avait des entraînements militaires pour nous défendre et soutenir surtout les camarades soldats qui étaient au front. C'était rarement qu'on participait dans les combats. Mais on était préparés pour les combats, surtout pour nous défendre, parce qu'on était des fois bombardés par les troupes coloniales. Donc il fallait nous défendre. Alors, vous l'avez côtoyé, c'était quel type de personnage? Et comme je disais, je l'ai connu comme un combattant, comme un leader, comme un homme politique. C'est après que j'ai vu qu'il avait d'autres vertus, qu'il était un humaniste, un médecin, quelqu'un qui a fait des études pour sauver les gens. Il était un diplomate, comme on peut le voir ici dans les photos, et c'est quelqu'un
qui, même pendant la guerre de libération, comme il y avait beaucoup de mouvements de libération nationale, à part l'MPLA, il savait quand même négocier avec d'autres partis ou d'autres mouvements de libération nationale. Donc, il était pour l'unité nationale. D'accord. Mais il était un leader qui avait une vision claire sur les valeurs d'un peuple libre. C'était un panafricaniste. Et moi, je dis toujours que Agustin Neto, pour moi, fut quelqu'un qui a pu capter la réalité de son temps avec la poésie, avec les poèmes. On va en revenir tout au long de avec une minutiosité médicale. Très bien. Très bien. Je vais donc passer la parole au docteur Lucien. Alors, dites-nous, docteur Epimi, alors vous l'avez côtoyé différemment, j'ai envie de dire, c'est au travers des livres, parce que vous avez fait votre thèse sur l'Angola et les relations entre l'Angola et le Congo, et là, on veut savoir comment était finalement Agostinho Neto dans vos écrits. Effectivement, j'ai fait une thèse de doctorat que j'ai soutenue à l'université Paris 4 Sorbonne en 2009 sur les relations entre l'Angola et le Congo-Kinshasa de 1975 à 2002. Alors, dans mes recherches, effectivement, j'ai côtoyé l'homme qui est le docteur Agostinho Neto, parmi tant d'autres acteurs que j'évoque dans ma thèse. Oui. Et puisqu'il s'agit de lui pour cette commémoration, il faut dire que c'est un personnage assez exceptionnel. C'est ce qu'on peut appeler le héros national de l'Angola. Très bien. Voilà, c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler le père de nation chez nous, le président Liromba, le président Omar Bongo. C'est le père de la nation angolaise. Oui. C'est quelqu'un qui a été influencé par son milieu d'origine. Parce que c'est un Kimbundu, Kimbundu, une des langues ethniques de l'Angola parmi les Ovimbundu, les Kikongo. C'est un Kimbundu. Et donc, par là, il naît dans un environnement, je vais dire, très religieux. Parce que son père, Agostinho Pedro Neto, était un pasteur méthodiste, venant de l'église protestante. Et sa mère, Maria da Silva Neto, était institutrice, enseignante. Donc, c'est quelqu'un forgé par un milieu intellectuel. Oui. Voilà. Il était préparé à réussir. Et c'est des gens qui se déplacent et s'installent à Luanda. Il naît le 17 septembre 1922 à Luanda, qui est aujourd'hui la capitale de l'Angola, dans la région de Kassikan, la commune d'Ikolo Ibengo. C'est là où il fait ses études primaires. Il va jusqu'au lycée, au lycée où Correa, Salvador Correa, où d'ailleurs l'ancien président Dos Santos a appris. C'est un lycée important. C'est quelqu'un qui va, par son parcours, bénéficier d'une bourse d'études. Déjà même, comme disait le professeur Teta, au niveau de l'Angola, il se démarque. C'est quelqu'un qui se démarque par l'écriture, par son engagement déjà politique, parce qu'après l'obtention de son baccalauréat, il exerce comme infirmier. Vraiment humaniste. Il commence le métier d'infirmier, il va travailler à Malange, à Pillé, comme agent de service de la santé, et de là, il a une bourse pour le Portugal, à Lisbonne, à l'université de Coimbra, la plus ancienne. Oui. Il obtient, dans son parcours, son diplôme de médecin, brillamment. Il est médecin et il se spécialise dans la pédiatrie et les maladies tropicales. Voilà. Et quand il rentre, il ouvre son cabinet. Il ouvre son cabinet médical à Luanda. Mais déjà, il faut dire que depuis le Portugal, au-delà de ses études, en plus de ses études, il milite dans les associations estudiantines. Oui. On le voit comme leader de mouvements estudiantines à Lisbonne. Il participe à des débats politiques dans des maisons closes. Oui. Il s'associe à des écrivains où il partage des idées révolutionnaires. Donc c'est quelqu'un qui, déjà, dans sa partie estudiantine, commence à militer. Il est membre du Parti communiste portugais. Déjà à Lisbonne.
Et ça va lui valoir des foudres des pouvoirs de l'époque, le régime colonial salazariste, de Salazar, qui va s'en prendre à lui, l'emprisonner à chaque fois. Et à chaque fois, il sera délivré de prison par ses amis écrivains occidentaux. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ce sont des gens, Guylaine, qui est cubain, vont se mettre à faire des pétitions pour demander à chaque fois sa libération. Donc c'est vraiment un acteur politique engagé dès sa jeunesse, imprégné de la lutte politique, un véritable patriote. Alors, qu'est-ce qu'il défendait? Parce qu'on dit qu'il était très engagé. On a parlé de la libération de l'Angola, voilà, par le régime portugais qui était présent, très panafricaniste, on peut déjà le retenir. Et il avait surtout des amitiés avec de très hautes personnalités internationales qui pourtant ne parlaient peut-être pas portugais, à l'instar de Jean-Paul Sartre, mais tout le monde le voyait déjà comme étant le grand leader. Et moi, j'étais étonné quand j'ai côtoyé physiquement Agostinho Neto. C'est quelqu'un qui était polyglotte. Hein. Donc, il parlait portugais, il parlait français, il parlait anglais. Et il a fait des exposés à l'université de Lusaka, à l'université de Tanzanie, au Canada. Donc, c'était un polyglotte. À ce temps-là, les Angolais étaient obligés, comme vous voyez ici, j'essaie de parler le français, donc les Angolais, ils étaient obligés de connaître d'autres langues pour pouvoir montrer au monde quelle était notre cause. Mais en répondant à votre question, Agostinho Neto avait des objectifs clairs. D'abord, c'est la libération physique de l'Angola, comme territoire. Après, la libération politique de l'Angola, pour qu'on puisse avoir un pays indépendant, un pays souverain. Très bien. La libération culturelle de l'Angola. Et mentale, exactement. Oui. La libération culturelle, parce que, on était obligé de vivre et soumis à la culture portugaise. Les Portugais ne laissaient pas que les Angolais puissent développer leur culture. Et c'était la libération économique aussi. Donc, c'était ça les objectifs, en gros, de la lutte de Agostinho Neto pour la libération. Et on va dire juste derrière, lui, il prônait le retour au 100% angolais, l'Angola aux Angolais. À côté de cela, j'ai envie de dire une tradition 100% angolaise. Sauf quand même qu'en matière de cuisine, on a quand même un peu certains petits plats portugais qui reviennent quand même. Non, c'est un problème quand on est colonisé par quelqu'un pendant 5 siècles. D'abord, il y a on est obligé par le temps d'assimiler la culture étrangère, mais les étrangers aussi assimilent, sans le vouloir, la culture étrangère. Et si vous partez au Portugal aujourd'hui, par exemple, la musique que les Portugais dansent, c'est kizomba. Et kizomba, c'est une musique angolaise. Donc, cette globalisation, dans le mauvais sens, a obligé que les Angolais... on a assisté à cette mosaïque, ce brassage finalement. On a pris la cuisine portugaise aussi, on a mélangé dans la cuisine angolaise et vice-versa. Et les Portugais aussi ont fait la même chose. Donc c'est pour ça que dans la cuisine angolaise, vous trouvez des éléments de la cuisine portugaise. Quelles étaient les idéologies qu'il défendait? Politiquement parlant. Exactement. Et vous savez, moi je dis toujours que l'exercice de la politique, c'est la gestion, l'art de la gestion des circonstances. D'accord. Et à ce temps-là, il y avait clairement des blocs idéologiques. C'était les blocs soviétiques, socialistes, et les blocs capitalistes, entre guillemets. D'accord. Et le Portugal était et est membre de l'OTAN. Donc, le Portugal était soutenu, direct ou indirectement, par les pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre et tout ça. Et donc, pour lutter contre le colonialisme portugais, nous, on était obligés d'avoir le soutien d'autres pays qui n'étaient pas nos colonisateurs directs ni indirects.
C'est pour ça que pendant la lutte de libération nationale, on a eu l'appui matériel et logistique de beaucoup de pays qu'on appelait les pays socialistes, comme l'Union soviétique, la Pologne, la Bulgarie, tous ces pays socialistes. Mais on avait aussi l'appui intellectuel et politique des organisations internationales qui n'étaient pas liées idéologiquement au pacte de Varsovie, disons, aux pays socialistes. Très bien. C'est pour ça que, comme le professeur l'a bien dit, il y a des écrivains qui n'étaient pas engagés politiquement à gauche ni à droite, mais qui étaient des intellectuels, qui ont soutenu Agostino Neto, qui ont soutenu notre cause. Regardons la photo qui est là. Agostino Neto au maquis d'Impella avec un écrivain anglais. Oui. Donc, nous, on n'était pas vraiment un mouvement qui avait une idéologie. Notre idéologie était une. Lutter pour la libération de l'Angola, pour la dignité des Angolais. Et heureusement qu'on a obtenu cette dignité. Exactement. Alors, on a ce personnage qui est très apprécié, qui est adulé par les jeunes, parce que ça reste un panafricaniste finalement, déjà par ses écrits. Et on découvre autre chose, c'est que lorsque il met le MPLA en place et qu'il accède à la souveraineté, à la magistrature suprême au niveau de l'Angola, il ne fait que 4 ans seulement. Oui, avant de revenir à votre question, apporter des précisions, ce que venait de dire le professeur, concernant même la situation de l'Angola, à la différence des colonies françaises, britanniques, pour ce qui est de la partie lusophone, il y a une particularité. Pendant que dans la partie francophone, britannique, les colonies accèdent à l'indépendance, la naissance de nouveaux États dans les années 60. Pour ce qui est de l'Angola ou d'autres pays lusophones, il y a un retard. Le Portugal a une autre logique. Le système colonial portugais est très différent. Voilà. Le Portugais avait fait de l'Angola une colonie de peuplement. C'est vraiment le Portugal en Angola. Voilà. Et ça a amené vers une classification de la société qui est quasiment générale, qu'on trouvait dans toutes les colonies. Mais dans le cas d'espèces, pour l'Angola, on avait des indigènes et les assimilés. Voilà. Oui. Et donc, Agostino Neto partait de l'indigénat pour être assimilé. D'où les parents qui étaient instituteurs, pasteurs, enseignants, etc. Et donc, pour parler de la logique de personnage même d'Agostino Neto par rapport à la lutte de la libération de l'Angola, il faut comprendre que c'est un personnage assez exceptionnel parce que on a face à nous quelqu'un qui est à la fois médecin, qui fait de la politique et qui écrit. Oui. Qui écrit pourquoi? Pour dénoncer. Qui écrit pour passer un message. Il utilise l'écriture, les œuvres littéraires pour exprimer le mécontentement de population angolaise. Et ça va susciter la révolte chez les jeunes. Ça va susciter de la révolte parce que, voyez-vous, dans le processus même de la guerre de libération, dans les années 63, si j'ai bonne mémoire, la répression portugaise menée à Luanda, qui entraîne l'arrestation d'Agostino Neto, va entraîner par la suite la révolution de ces populations d'Ikolo et Bengo. On va enregistrer une répression très grave où on aura à peu près 30 morts. Voilà, cet événement va donner encore d'énergie à Agostino Neto d'aller de l'avant pour militer en faveur de la libération de l'Angola. Donc, vous voyez, dans ces écrits, que ce soit Noceva, que ce soit Quattro Poemas de Agostino Neto ou Sagrada Esperança, ceux qui ont été publiés à titre posthume, Renuncia et Impossible et Poésie, dans sa totalité, on peut noter là un engagement assez fort. Et là, on le ramène, on peut le ramener aux luttes menées par
Léopold Sédar Senghor, qui fut président au Sénégal, ou Aimé Césaire. Oui. Voilà. Mais cette littérature-là, très engagée, Neto la puise dans la littérature coloniale afro-américaine, afro-africaine, hein, qui est née dans les années 30 et qui va évoluer jusqu'aux années 40. Et cette littérature est très engagée. Elle dénonce le fait colonial, elle dénonce la répression, elle dénonce l'organisation, le fonctionnement des colonies. Oui. Voilà. Elle se fait pendant la colonisation et post-coloniale. Voilà. Alors, messieurs, on va marquer une petite pause. On va aller en images et c'est l'ambassade de l'Angola près de la République gabonaise qui a célébré le centenaire ici même à Libreville, au Gabon. Et là, vous allez regarder ces quelques belles images. C'était donc Madame l'ambassadeur Lisette Pena qui était à l'honneur, mais également aux côtés du représentant de l'UNESCO, Monsieur Wolibi. On regarde et on se retrouve juste derrière. J'aimerais tout d'abord remercier le gouvernement gabonais par le biais de son Excellence, le professeur Patrick Mougiama Daouda, ministre de la Culture, pour sa sensibilité et son engagement personnel dans la réalisation de ce programme. Grâce à l'engagement du bureau de l'UNESCO, nous avons pu obtenir ce prestigieux lieu qui est le Musée national des arts, rites et traditions du Gabon. Au directeur du musée et à toute l'équipe de cette institution qui nous a accompagnés depuis le premier contact, nous exprimons notre gratitude pour l'accueil et la qualité de prestations. Permettez-moi, à cette occasion noble et historique, de remercier très sincèrement tous les hommes politiques, les intellectuels africains, hommes de sciences, hommes de culture, qui ont toujours valorisé l'œuvre et la personnalité du président poète. Je vous remercie de votre attention. Alors, messieurs, on vient de regarder ces quelques images où on vous a vu également aux côtés de Madame l'ambassadrice Lisette Pena. Merci encore de nous donner ce privilège de recevoir tous ces éminents invités pour parler d'Agostinho Neto, mais également merci à l'UNESCO pour son apport. Alors, messieurs, on va revenir sur l'héritage légué aux jeunes. On revient sur ce Agostinho Neto que les jeunes, finalement, on ne va pas seulement que l'aduler, mais il est le véritable leader et c'est également une icône au niveau de la société angolaise. Que dire? Le docteur Agostinho Neto a une dimension nationale. C'est un héros national au niveau de l'Angola. Oui. Il a aussi une dimension régionale, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique, et une dimension internationale. Très bien. Et ces dimensions se résument en une seule, qui renvoie à un héros national, à un panafricaniste, qui ne dit pas son nom. Seulement, l'histoire doit être faite à ce niveau-là, parce que pour nous, les francophones, le panafricanisme se résume toujours à un certain nombre de personnages historiques on n'a connu que les mêmes leaders. Voilà, oui. On cite les Kwame Nkrumah, oui. Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela,
Léopold Sédar Senghor et bien d'autres, Cheikh Anta Diop, Oui, bien sûr. pour citer tout ce beau monde. Et on a tendance à oublier l'Afrique lusophone Oui. et hispanophone. Bon, il y a aussi l'Afrique panarabique, tout ce qui est le monde arabe, avec les Nasser, qui sont des panafricanistes. On peut verser sur l'eau Kadhafi et bien d'autres. Par exemple, oui. Voilà. Mais pour ce qui est de l'Afrique lusophone, eh bien, des personnages comme Dr Agostinho semblent être oubliés. Est-ce peut-être à cause de la langue portugaise? Est-ce peut-être à cause d'un certain nombre de contingences? Donc il revient aux Angolais, oui, d'abord, à l'élite angolaise aujourd'hui, d'utiliser les outils qu'il faut pour faire cette histoire mémorielle. Et ça commence par ce genre de tribune qui permettent de vulgariser l'homme, de faire en sorte que le public ait accès à ce personnage assez exceptionnel. Donc, au-delà de l'héritage qu'on reconnaît en lui, de l'homme médecin, l'homme poète, l'homme politique, au-delà aussi des hommages qui ont été rendus un peu en Afrique partout, parce qu'il y a des aéroports qui portent son nom, un peu partout en Afrique. L'université Agostinho Neto à Rwanda. Et même au Congo. Oui, l'aéroport Agostinho Neto à Pointe-Noire. Oui. Bref, autant d'édifices, infrastructures qui témoignent de l'importance de l'homme. Et donc, la jeunesse doit se réapproprier Agostinho Neto pour faire d'Agostinho Neto un modèle. C'est un modèle, pourquoi? Je vous disais tantôt que c'est très rare en Afrique de trouver un homme qui mène une lutte armée avec deux armes. L'arme militaire et l'arme qui est l'écriture, la littérature. Voilà. Oui. Donc, vous savez très bien que l'oralité meurt, les écritures restent. Très bien. Donc, on a des témoignages, l'œuvre est là, des œuvres posthumes qui ont été publiées. C'est à nous de prendre ces matériaux, de les vulgariser, nous qui sommes du monde universitaire, pour enfin rendre un vibrant hommage à cet illustre personnage de l'Afrique. Oui. Voilà. Et voyez-vous, il pensait faire de l'Angola un creuset, un pôle du panafricanisme. Pour lui, l'Angola devait être, par la logique du métissage, du mélange culturel, vraiment devait être la terre de ce panafricanisme. Et il a réussi finalement? Il a réussi, on peut le dire, parce que le panafricanisme aujourd'hui est un processus. Oui. Il y a les tenants et les aboutissants. Avec ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, à travers la conscientisation qui se fait, la prise en compte d'un certain nombre de paramètres aujourd'hui, font qu'aujourd'hui la jeunesse africaine est debout. C'est une jeunesse qui veut s'exprimer, c'est une jeunesse qui a une volonté manifeste d'avancer. Et ce que je peux, par contre, dire que dans ce débat, est-ce que Dr Agostinho était panafricaniste, les gens pensaient à un moment donné que comment quelqu'un qui a épousé une blanche pouvait-il défendre les causes de la culture africaine? Parce que le panafricanisme, il faut le dire, le panafricanisme c'est la culture africaine, le panafricanisme c'est l'économie africaine, c'est le retour aux sources. Le retour aux sources de l'Afrique. Et voilà quelqu'un qui a pour épouse une Portugaise. Mais non, il faut comprendre l'homme. Et combat contre le colonialisme portugais. Tout à fait. On pensait que c'était un espion pour le compte des Occidentaux, parce qu'il y avait une épouse étrangère et tout. Mais c'est dans le milieu de ses études qu'il fait la rencontre de Maria Eugênia da Silva. Qui a presque le même nom que sa mère. Oui, presque le même nom que sa mère, Maria da Silva Neto. Et elle est exceptionnelle, pourquoi? Parce que c'est un couple d'intellectuels. Pendant qu'ils côtoient les milieux de débat, des cafés sur l'écriture et autres, il fait la rencontre de Maria Eugênia. Qui est quoi? Elle est écrivaine, elle est journaliste, elle est donc intellectuellement assise. Donc on a affaire à un couple qui va se mettre ensemble pour lutter efficacement pour la libération de l'Angola et de l'Afrique. Voilà ce qu'on peut retenir. Alors, professeur, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Oui, et donc il faut voir la trajectoire d'Agostinho Neto.
la trajectoire d'Agustinus, c'est une trajectoire qui inspire et qui doit inspirer tous les jeunes africains. Et regardons, quelqu'un qui était médecin dans les années 50, c'est quelqu'un qui pouvait rester et se faire de l'argent et pas faire une lutte. Bien sûr. Donc, c'est un exemple de quelqu'un qui a utilisé la connaissance scientifique pour faire une révolution. Quelqu'un qui a utilisé ses connaissances pour libérer les autres. Donc, il n'était pas égoïste. Non? Donc, il pensait aux autres. C'est ça que j'appelle patriotisme. Donc, il était un patriote. Quelqu'un qui voulait que les autres soient comme lui ou même les dépassent. Plus que lui. Hein? Et il a fait ça avec moi et des autres pionniers. Il a payé vos études? Oh, c'est pas payé, c'est l'MPLA qui nous a le envoyés. mouvement. Et à ce temps-là, les pays amis, les pays qui soutenaient notre cause, ils donnaient des bourses d'études. D'accord. Donc, mais pour aller en bourse d'études, il fallait être choisi. Et ce qui est important, c'est qu'on ne choisissait pas parce que tu es beau, tu es parent de celui-là. Non. Mais les boursiers étaient choisis par des critères. Hein? Ce qui est très important. Donc, c'est quelqu'un qui était juste. Hein? Il pouvait envoyer ses enfants. Oui, et pourtant, on bien était sûr. ensemble. Non, il n'a pas envoyé ses enfants. Il m'a envoyé moi. Il a envoyé des autres. Hein? Donc, on choisissait les gens par rapport à leurs compétences, D'accord. leur discipline, hein, et la formation politique. Très bien. Donc, c'était les trois éléments. Être un bon élève, être discipliné et avoir une formation politique. Alors, le président Neto est aux affaires et on proclame finalement l'Angola indépendante. Est-ce qu'on va dire qu'aujourd'hui, l'Angola doit tout au président Neto? Oui, et l'Angola doit la dignité, la liberté, l'indépendance. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle les pères de l'indépendance, les pères du pays, les pères de la nation. Et il avait une vision, un seul peuple et une seule nation. C'est quelque chose qui n'est pas compris. Mais comment est-ce qu'on peut parler d'un seul peuple dans un pays où il y a beaucoup de tribus, de sous-tribus, beaucoup de langues? Comment? Mais c'était la vision. Donc c'était un visionnaire. Hein? Parce que être une seule nation, ça ne veut pas dire partager la même culture. Ça veut dire faire l'ensemble des cultures, et fédérer les cultures, fédérer la forme de vie pour avoir une culture de l'Angola. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Okay? On prend les cultures, et comme vous avez vu, quand on a fait notre exposé, les jours même, on avait la nourriture. Oui, c'était plusieurs mets culinaires représentés. Et c'est des plats qui... Et vous voyez qu'il y a des plats qui se ressemblaient un peu aux plats du Congo, aux plats du Gabon. Ah, moi j'ai retrouvé des plats gabonais. Il y a des plats qui se ressemblaient aux plats portugais, du nord au sud. Comme nous on dit de Cabinda à Kounen, ça veut dire du nord au sud. Hein? Et on a fait l'unité nationale. Donc quand on dit un seul peuple, une seule nation, on veut dire que tous doivent être unis et il n'y a pas l'Angolais de première classe, il n'y a pas l'Angolais de deuxième classe. On est tous au même niveau, les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Très bien. Alors, messieurs, on va s'intéresser à une autre phase dans notre émission. On va toucher le pan culturel. Et là, je sais qu'il a écrit beaucoup de poèmes, notamment Sagrada Esperanza, qui signifie... Sacré espoir. Sacré espoir, ok, mais également Au revoir, heure de départ. Ça, c'est un poème que j'aime beaucoup. C'est un poème que vous aimez beaucoup. Alors, on va commencer par ici. Ça, c'est dans Quattro Poemas d'Agostino Neto. D'accord, très bien. Alors, Sacré espoir, ça vous fait penser à quoi exactement? Ou pour ne pas dire ça vous fait penser à quoi? Selon vous, il a écrit pour répondre à quel problème? Sacré espoir, Sagrada Esperanza, est écrit en 1974. Et c'est écrit dans un contexte assez particulier parce que le docteur Agostinho Neto, comme tous les Angolais, sont surpris par tout ce qui se passe à Lisbonne, au Portugal. Vous savez que l'Angola est à cette époque dirigé par un système politique salazariste. Voilà. Et donc, en 1974, il y a un coup d'État qui renverse le pouvoir en place et qui conduit les militaires à prendre les rênes, comme la situation actuelle au Burkina. Et donc, c'est Antonio Spinola
qui prend les rênes de cette force militaire et qui devient le président du Portugal. Alors, Sacré Espoir est en phase avec ce qui se passe au Portugal. L'arrivée des soldats donc, du comité de salut public au Portugal entraîne une sorte de révolution. Parce qu'en fait, au Portugal, les gens sont un peu dépassés par l'effort de guerre lié aux conflits coloniaux. D'accord. Les guerres coloniales commencent à coûter cher au Portugal, et donc il y a une révolution qui va conduire à renverser le système politique en place pour mettre en place ces militaires. Les militaires qui arrivent orientent le Portugal vers une politique d'ouverture qui permettra donc d'asseoir la démocratie, en même temps d'accorder les indépendances aux territoires colonisés. Très voilà. bien. Et ça, on est dans la révolution de Juillet de 1974 qui conduira aux accords d'Alvor du 10 janvier 1975, donnant donc accès à l'indépendance, particulièrement de l'Angola. Donc, Dr Agostinho Neto, écrivain, écrit dans un contexte de révolution et qui permet de donner de l'espoir. Sacré espoir, Sagrada Esperanza, donne de l'espoir au peuple angolais. C'est là où le professeur Teta vous parlait de visionnaire. Oui. Vous avez quelqu'un qui est visionnaire, qui savait qu'au bout du fusil, il y avait la libération au prix de l'écriture, au prix de la mobilisation de tous. Parce que dans Quattro Poemas d'Agostinho Neto, on peut retenir une phrase où il parle de son engagement personnel, où il se donne lui-même et il appelle les autres dans une sorte d'union sacrée qu'on appelle nos somos. Hein, nos somos. Nous sommes. Nous sommes. Voilà. Donc, c'est un engagement assez ferme à cette période et il utilise les armes, il écrit en même temps. Parce que dans la révolution qui a lieu au Portugal, il passe d'une prison à une autre. Il est pourchassé. Il n'a plus que le bic pour s'exprimer. Donc, partant de Canada, en passant par Rabat au Maroc, où il passe un petit temps à Kinshasa, Léopoldville, et il va à Brazzaville pour gagner après. Même le Kenya, à Mombasa, il se retrouve. Pour se retrouver plus tard en Angola, afin d'accompagner le processus de renversement du système politique qui a lieu au Portugal. Très bien. Mais félicitations, vous connaissez bien Agostinho Neto. Je me sens honoré d'avoir un Gabonais qui parle de l'Angola et d'Agostinho Neto avec propriété. Oui, franchement, ça, bravo. C'est bien. Et moi, par contre, il y a un poème que j'aime beaucoup, Au revoir, l'heure de départ. Pourquoi heure de départ? Non, parce que au revoir. Bon, le départ, c'est déjà un au revoir. Oui. Mais il dit au revoir à l'heure de départ. C'est une contradiction. Oui. Hein? Donc, il veut dire que c'est fini le départ. Ok. Voilà. Place Donc, maintenant. c'est fini. On part toujours. Maintenant, je vais revenir. Et dans ce poème, il dit, moi, je suis l'homme pour qui on attend. D'accord. Donc, il passe d'observateur à acteur. Acteur, le Messie. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui dit qu'écoutez, c'est fini, l'heure de regarder et de pleurer. Hein? Il y a même un poème sur l'arme sèche, où il dit que c'est fini, on ne pleure plus. Maintenant, il faut passer à l'action. Donc, je suis l'homme à qui on attend. C'est comme si il savait déjà qu'il va être le premier président de l'Angola. Ah, il était le Messie, en fait. Un visionnaire, il savait qu'il devait être le Messie et il a fini par montrer la ligne de conduite. Alors, quel est l'héritage, finalement, qu'on peut retenir de ce grand homme Pour moi, qu'il nous a laissé? on ne parle pas beaucoup de ça, mais c'est la vision d'Agostinho Neto par rapport à la formation des cadres. Ah oui, parce qu'il voulait que dans un pays, les cadres soient très bien formés. Et Agostinho Neto, pour lui, un pays pouvait avoir le développement soutenable seulement en ayant des cadres compétents. D'accord. Et ce n'est pas former des cadres n'importe comment. C'est de former des cadres vraiment qui pouvaient résoudre les problèmes des populations. Hein? Résoudre les problèmes mineurs jusqu'aux problèmes majeurs. Donc cette vision d'Agostinho Neto de former un homme intégral, comme il disait, un homme qui a une formation technique, mais qui a une formation politique, qui a une formation patriotique et qui aime son peuple et sa culture, voilà, ça c'est l'héritage
d'Agostino Neto que je crois qu'on devait passer pour la jeunesse et la future génération. Un mot de fin? Moi, je cherche toujours à comprendre qu'est-ce qu'il avait de spécial. Parce que dans la lutte, il a des compagnons, il a des amis de route qui vont créer le MPLA. Mario Pinto de Andrade, Marcelino dos Santos pour Mozambique, Amilcar Cabral pour la Guinée-Bissau. C'est des poètes, tout ce beau monde. Mais comment ça se fait qu'il s'est démarqué de tout ce monde? Et même en rentrant en Angola, après les accords d'Alvor de 1975, la situation est confuse à Luanda. D'accord. On se demande qui va prendre le pouvoir entre le MPLA, le MFLA, donc de Roberto Holden, et l'UNITA de Jonas Sandeli. Il est le seul à prendre l'initiative de proclamer véritablement l'indépendance d'Angola. Et à la suite, la guerre commence. Et il lutte avec les Cubains et il réussit à garder Luanda. Et les autres mouvements s'éclipsent, finissent à l'intérieur de Luanda, menant une guerre civile larvée. Vous voyez? Bien. Donc, on peut, à partir de là, s'interroger sur ce mystère. Ce mystère qui fait de lui toujours le premier. Qui fait de lui toujours celui qui porte la lampe. Le vainqueur. Le guide, le vainqueur. Il a en lui cette qualité exceptionnelle d'être le Messie, d'être celui qui porte la nation. Et en travaillant sur l'Angola, ce sont ces traits que j'ai pu remarquer. Deuxièmement, c'est en faisant une certaine comparaison avec les autres pères panafricanistes, ils sont très rares. Ceux-là qui ont combattu, je disais tantôt, en menant le combat militaire, physique, sur le terrain, parce qu'il a été sur le théâtre des armées. Ça, c'est très différent. Oui. Et en même temps, en écrivant. Et en plus, en soignant les gens. Vous comprenez? Il était sur tous les fronts. Oui. Alors, il fallait quelqu'un comme ça, il fallait peut-être chercher un Che Guevara, peut-être le comparer à Che Guevara. C'est pas moi, mais il est incomparable. Il est spécifique à son genre. Neto est vraiment Neto, incomparable. Voilà. Merci, docteur Lucien. On va prendre le mot de fin du professeur Teto. Bon, et pour ce que le professeur vient de dire, je dis qu'Agostino Neto était multidimensionnel. Multidimensionnel. Et ce que je dis toujours à la jeunesse, parce que je ne suis pas si jeune encore. Hein? Ah, vous avez quand même eu un prix Nobel, hein? C'est pas rien. C'est qu'on a des Africains comme Neto qui ont laissé un témoignage qu'on peut suivre, qui peut être les guides. Hein? Ce sont des guides spirituels, entre guillemets, hein, du panafricanisme. Agostino Neto, c'est quelqu'un qui doit nous inspirer pour la libération de nos pays, pour l'indépendance de nos pays. Mais une indépendance, comme il disait toujours, politique, culturelle et économique. Hein? Merci, professeur, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci au docteur Lucien également de s'être prêté au jeu. Je vais donc vous raccompagner avec cet agenda. C'est l'agenda culturel avec Jaurès Edo. Et juste derrière, ce sera éventuellement ces quelques belles images du centenaire au niveau du Gabon, célébré donc par l'ambassade de l'Angola près de la République gabonaise, avec bien sûr plusieurs autres participants, notamment plusieurs pays de la zone lusophone. À tout de suite. On parle de danse, on parle de théâtre, mais également de musique. Jaurès Edo, lui, nous a rejoint. Jaurès, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Alors, l'agenda culturel s'ouvre à présent et on démarre avec vous. Écoutez, dans l'agenda culturel, on a trois bonnes informations, je voulais dire, à partager comme ça avec tous nos téléspectateurs. On parle de musique, on parle de danse. Ensuite, on va clore comme ça en beauté notre agenda culturel en parlant également de théâtre, les Matiti. On va démarrer déjà en revenant sur cet événement qui s'est déroulé du côté de l'IFG, l'Institut français du Gabon, les concerts, les mamas du Congo et Seba. Oui, c'est vraiment, ça a été un moment de partage,
partage, de communion et surtout un message véhiculé derrière ce beau concept chanté pour émanciper la femme africaine fut bien évidemment le but de cette rencontre unique entre les berceuses bantoues, les musiques électroniques et le hip-hop, donc bien évidemment une volonté de faire revivre et de vulgariser la culture de l'ancien royaume au Congo. C'est un projet, il faut le rappeler quand même à nos téléspectateurs, hybride, fait la part belle à la danse et met tout simplement en lumière le quotidien de la femme et d'une façon audacieuse et surtout connectée avec son temps. Ça a été vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, un moment de communion, un moment d'harmonie. Comme vous le voyez sur votre petit écran, ces images, ces vidéos, encore félicitations à l'artiste Seba qui nous a fait voyager dans l'univers. Et surtout culturel. bravo aux mamans du Congo qui, elles, se sont vraiment très bien démarquées. On poursuit avec ce deuxième agenda. Deuxième information dans votre agenda culturel, on parle de la danse, écriture chorégraphique avec un danseur professionnel, Peter Onkogé, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, qui est actuellement du côté de l'Occident. Donc, il est au Gabon aujourd'hui pour partager un tant soit peu son expérience, son vécu. Comme vous le savez très bien, la danse est l'art d'allier gestuelle, émotion, or chorégraphié pour transmettre tout simplement une émotion seul ou à plusieurs peut s'avérer tout simplement périlleux sans une bonne écriture chorégraphique. Donc Peter Onkogé vient partager les outils pour une expression corporelle et narrative effective, le tout en mouvement. Donc cette écriture chorégraphique est prévue le jeudi 13 octobre 2022. Ce sera du côté de l'IFG, l'Institut français du Gabon, à partir de 18h. C'est Ngori, Ngori, Ngori. Donc, si vous êtes passionné, Ngori, en fait, signifie c'est gratuit. Voilà, pour ceux qui ne Ils vont faire le déplacement. Voilà, merci, ceux qui sont hors de nos Jaurès. frontières, c'est vraiment gratuit. Faites le déplacement de ce côté-là. On termine avec la dernière information. La toute dernière information parle des pièces de théâtre, les Matiti. Ah oui, ça me rappelle bon vieux temps au collège. Attends, ça fait quand même 30 ans ce livre. Hein? Oui, 30 ans, mais on en parle toujours. Comme vous le savez, les historiens, les hommes des sciences ont cette capacité de pouvoir immortaliser nos cultures. Jean-Fidèle Nzengi et les anciens comédiens de la mémorable tournée internationale de 1998 à 2022 rejouent sur scène, la plus grosse pièce de théâtre jamais produite au Gabon, les Matiti. Ce sera vraiment les moments de communion, de partage, d'harmonie, où il y aura bien évidemment ces ténors du théâtre gabonais qui seront tous ils seront tous bien évidemment autour d'une scène commune. On a notamment Patrick Ngolé, avec entre autres Michel Ndao qui n'est plus à présenter. On a Mathias Ndembe, on a Serge Mamadou, on a Guy Joël Tchango. Retrouvés sur les planches ces grands noms du théâtre gabonais pour vous éblouir en mouvement, en action. Ben, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'IFG, vous aurez un peu plus de détails en rapport avec cette pièce de théâtre, Les Matiti, cette belle représentation. Merci Jaurès Sédou. Et donc l'agenda culturel se referme dès à présent. Merci à vous de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous dans exactement 15 jours, même chaîne, même heure. Mais avant cela, on vous laisse en compagnie de ces quelques belles images. À très bientôt sur Gab Culture. Au revoir. Le docteur Antonio Guchenet, c'était le président qui a déclaré l'indépendance de notre pays. C'est l'homme qui a marqué l'histoire de notre pays. S'il était en vie, il aurait pu faire 100 ans le 17 septembre.
Mais le 17 septembre, on a commencé avec un match amical. Et aujourd'hui, avec la collaboration de l'UNESCO, on a pu donner un peu plus de tenue de la journée d'Agostinho Neto, le garde de l'indépendance. C'est vraiment avec honneur que l'UNESCO a accompagné l'ambassade d'Angola pour célébrer le docteur Agostinho Neto, digne fils de l'Afrique, homme de lettres, homme de culture, qui prône et qui a prôné l'esprit universel que l'UNESCO, dont l'UNESCO fait la promotion. Donc pour nous, apprendre aujourd'hui, connaître aujourd'hui de nouveau l'œuvre du docteur Agostinho Neto, digne fils de l'Afrique, comme je le disais tantôt, était quelque chose d'important.